Alors, ça s'est fait un peu par hasard. Au moment de faire mon service militaire, on m'a proposé d'aller au CEA Saclay. Alors j'ai dit pourquoi pas, et j'ai rencontré un directeur de département d'astrophysique qui m'a dit: est-ce que l'astrophysique t'intéresse? Je savais pas trop ce que voulait dire le mot, je connaissais un peu mais ça, et tout tremblant, j'ai répondu: oui monsieur, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans un service d'astrophysique. Bon, j'avais 22, 23 ans, et je me suis aperçu que tous mes collègues, eux, ils avaient un doctorat d'astrophysique, etc. Et si je voulais pas paraître complètement nul, il fallait que j'apprenne la physique quantique, l'astrophysique, etc. Alors ça, c'était pendant mon service militaire au CEA, à Saclay. On avait énormément de possibilités de s'absenter, etc., surtout quand c'était pour la bonne cause. Donc je me suis inscrit à la fac d'Orsay, où j'ai passé un certificat de astrophysique, physique nucléaire et physique atomique. Donc voilà. Et puis après, quand mon service militaire a été terminé, on m'a dit: qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit: je sais pas trop. On m'a dit: pourquoi tu ferais pas une thèse? J'ai dit: c'est une bonne idée. Donc j'ai préparé ma thèse à Saclay dans un groupe qui travaillait sur les objets compacts. Alors les objets compacts, c'est ceux qui émettent pas grand-chose, mais qui sont extrêmement massifs, etc. Il y a les trous noirs, mais il y a aussi les étoiles à neutrons, il y a les naines blanches, voilà. Donc je me suis retrouvé embarqué dans ce truc-là. J'ai mis plus de temps que la moyenne, non pas parce que j'étais mauvais, mais parce que j'avais quand même mon travail de laboratoire à faire. Je vais te dire dans 2 minutes ce que c'est. Voilà. Et au bout de quelques années, donc, j'ai passé un doctorat d'astrophysique. Alors, il y a deux possibilités. Il y a les gens qui sont plus théoriciens, qui aiment bien travailler uniquement avec un papier et un crayon, et puis d'autres comme moi, qui aiment bien me promener, me balader, aller faire des observations. J'aime bien vérifier par moi-même ce que les autres ont trouvé, etc., etc. Donc, je suis parti pour être observateur d'objets compacts. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que par définition, les objets compacts, au moins les trous noirs, on les voit pas. Donc, mes copains, quand je leur disais: j'ai choisi de regarder des trucs que personne ne verra jamais, donc ça les faisait sourire, surtout quand je leur disais et en plus c'est avec ton argent, puisque c'est de l'argent d'État, etc. Voilà, peu importe. Et puis voilà, et puis après on a regardé ça dans différentes longueurs d'onde, dans le visible avec les gros télescopes. Donc j'ai sillonné le monde pour mon grand plaisir. J'ai été 23 fois au Chili, donc pour faire des observations dans le désert d'Atacama. Et puis dans d'autres pays, en Inde, avec ta maman, on a fait de la radioastronomie, j'ai observé en Australie, etc., etc. Peu importe. Pour moi, ça a été un métier de rêve. Le seul problème, c'est que j'étais souvent loin de ma famille, mais ça m'intéresse. Ce que je faisais m'intéressait énormément. C'est un peu comme un roman policier. On ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui est le meurtrier, on ne sait pas, etc. Donc, eh bien, on fait des investigations, on discute entre nous, est-ce qu'on, ce serait pas bien de regarder ci ou de regarder ça, etc., etc. Voilà, donc une espèce d'investigation sur les objets un peu particuliers qui sont dans le ciel. Il y a des tas de théoriciens. L'idée pour les théoriciens, c'est de laisser leur nom à la science. Donc il y a plein de théories qui paraissent en permanence, même encore maintenant. Mes étudiants d'ailleurs me disent: Monsieur Derouchou, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ouais, mais bon, d'abord je peux pas tout lire. Je lis que ça d'ailleurs, mais néanmoins je peux pas tout lire. Mais surtout, il y a des tas de gens qui ont des hypothèses complètement farfelues. Voilà. Donc, dans un premier, de mon temps, c'était un peu moins, il y avait moins de fake news. Bon, maintenant, il y en a plein. Donc, il fallait étudier ce que les gens annonçaient comme modèle, etc., etc., l'évaporation des trous noirs, le modèle de Hawking, etc. Donc, il fallait regarder ça. On discutait avec mes collègues et on se disait: ben tiens, si c'est vrai ce qu'il a dit, on devrait voir ci, on devrait voir ça, etc. Alors, la façon dont on voit les choses pour un astrophysicien ou un astronome, il y a beaucoup de télescopes qui appartiennent à la France ou qui ont été construits en collaboration avec d'autres pays, mais la France ayant participé. Donc à ces trucs-là, on a un accès
direct. Mais accès direct, ça ne veut pas dire que tu fais une proposition en disant, voilà, je voudrais regarder ci, je voudrais regarder ça. Si je trouve tel résultat, on en déduira telle chose. Si je trouve un autre résultat, on en déduira autre chose. C'est pour valider des lois, des idées de physiciens, théoriciens, etc. Donc, mais ça ne veut pas dire, quand on fait une proposition, qu'on est accepté. Quand tu fais une proposition pour observer au Chili, par exemple, la CIA, la Serena, qui est un des grands observatoires du Chili, il y a l'ESO, European Southern Observatory, qui est l'entité qui reçoit les propositions et qui commence par retirer les noms et les endroits d'où ça vient et qui donne ça à 5 spécialistes. Et il faut que les spécialistes disent c'est intéressant, c'est très intéressant, etc., etc., sans communiquer entre eux. Et puis on reçoit un jour une lettre en disant bah, vous avez été sélectionné pour 8 nuits d'observation à la CIA, etc. Donc voilà la façon dont se passent ces observations. Moi, j'étais avant tout observateur, mais pas uniquement, je faisais pas uniquement des observations. L'intéressant, c'est quand même de les interpréter. Faut pas donner tout chaud à des théoriciens des résultats que tu as trouvés et que ce soit eux qui en tirent le bénéfice. Donc évidemment, avant de publier nos résultats, on discutait entre nous et on faisait une publication pour expliquer ce qu'on avait trouvé et surtout ce qu'on en déduisait, en quoi ça justifiait le modèle, ça infirmait le modèle, etc., etc. Et puis alors après, effectivement, une fois qu'on a publié ça, les théoriciens se précipitent là-dessus, etc. Mais le côté retour de nos observations, surtout quand c'était positif et intéressant, on essayait de le faire nous-mêmes. Quand j'étais petit, ma mère me disait toujours, quand j'étais enfant, regarde tes pieds, regarde où tu mets tes pieds. Donc j'ai jamais levé la tête pour regarder le ciel pendant mon enfance. Et puis un jour, j'ai levé la tête et j'ai vu cette merveille du ciel, de l'univers, etc. Et quand j'ai cherché, sans être très décidé, un domaine où travailler, je me suis dit pourquoi pas. Alors j'aime bien deux choses, j'aime bien comprendre et j'aime bien faire comprendre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire de la recherche et puis de faire comprendre la raison pour laquelle j'ai décidé de faire de l'enseignement et des conférences. Alors, pour dire la vérité, j'ai pas, quand j'étais tout gamin, passionné du ciel, j'avais pas de télescope chez moi ou de lunettes, etc. Ça a été un peu les concours de circonstances, l'arrivée de mon service militaire dans un service d'astrophysique dont je connaissais quasiment rien puisque j'avais pas eu de cours d'astrophysique, la possibilité que j'avais pendant mon service militaire de suivre des cours à Orsay, de m'initier à l'astrophysique, et puis je baignais en permanence dans un milieu, dans le laboratoire où on était 7-8, qui est un milieu d'astrophysique. Les gens, mes collègues qui sont devenus des copains, utilisaient des mots que je connaissais pas, des concepts que je connaissais pas, ou mal, les IA que je connaissais pas, et j'ai quand même énormément travaillé, outre les cours à Orsay, mais chez moi, pour me former à tout cet environnement que je découvrais petit à petit. Voilà. Et puis après, après j'étais embringué dans le truc. Ce qui m'a plu, c'est que j'aime découvrir, comprendre. Donc c'était le métier parfait. Il n'y a pas d'argent qui était impliqué là-dedans. Si, il y avait des grosses sommes pour des satellites, etc., etc. Mais il n'y a pas d'argent impliqué comme les gens qui travaillent dans la finance, etc. Voilà. Prenons la plus récente, c'est-à-dire professeur à Centrale. Pourquoi j'ai choisi ça? Je te l'ai dit un peu tout à l'heure, parce que maintenant, j'ai toujours beaucoup à comprendre. Il a fallu que je comprenne l'intelligence artificielle. Bon, j'ai assez bien compris, c'est pas trop compliqué. Après, il a fallu que je comprenne la physique quantique. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça sort de la logique. Il y a des tas de choses qui sont en dehors de notre monde réel. Alors, ça touche, comme tu le sais, le tout petit, c'est-à-dire l'atome, les particules, etc., qui ont un comportement complètement différent de ce qui nous entoure et qui est le grand, ta table, ton appartement, etc., etc. Alors, la grande différence, c'est que la physique classique, elle est déterministe. Alors, dans physique classique, j'entends gravitation et aussi relativité.
restreinte et générale. Alors, elle est déterministe. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai un morceau, quand j'ai un stylo à la main et que je le lâche dans une pièce, il va évidemment tomber. Ça, c'est la loi de la gravitation. Mais je peux, avec mon attirail mathématique, calculer à la seconde, à la milliseconde, à la microseconde, le temps de chute. Si je connais plein d'éléments de l'environnement, l'humidité, la densité de l'air, l'endroit où je me trouve sur la Terre, puisque la gravitation n'est pas exactement la même, la force de gravitation, etc., etc. Donc, la physique classique est déterministe. Moi, je ne connaissais que ça. Et puis on s'est aperçu, quand on a regardé l'énergie d'un électron autour d'un noyau, etc., etc., on fait une mesure, puis on trouve un résultat. Puis on se dit, tiens, pour être sûr de mon résultat, je vais refaire la mesure. Et on trouve quelque chose de différent. On dit, flûte, j'ai fait une erreur de mesure, puisque exactement le même électron dans la même configuration, je ne trouve pas la même chose. On va faire une troisième mesure. Je trouve la même chose que la première fois. Voilà, la deuxième fois, je me suis trompé. Ouais, mais j'ai quand même travaillé proprement, etc. Je vais faire une quatrième mesure et je trouve autre chose, etc. Ça veut dire que si je fais 1000 mesures et que j'ai trouvé pas 1000 résultats différents. Il y en a qui reviennent beaucoup plus fréquemment. Et puis, je vais faire une 1001e mesure. Donc, j'ai tous mes résultats et un étudiant mal intentionné va me dire, qu'est-ce que vous allez trouver? Alors, sur les 1000 mesures, 657 fois, j'ai trouvé une énergie E1. Bon, alors, je peux dire à l'étudiant, je vais mesurer une énergie qui sera E1. Mais il y a quand même d'autres résultats qui sont différents. Et si un prof se trompe, ça fait mauvais effet. Alors, plutôt que lui dire je vais trouver E1 ou etc., je vais lui dire, voilà, j'ai tant de pourcents de chance, 60% de chance de trouver telle énergie, ou 27% de chance de trouver telle autre, ou 3% de chance de trouver telle autre, etc. Donc, je lui donne un résultat avec des pourcentages de chance, ce que les mathématiciens appellent des probabilités. Par conséquent, la physique quantique est une physique qui n'est pas déterminée, si on peut déterminer à l'avance le résultat d'une mesure, mais une physique probabiliste. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, à partir de ça, il y a eu l'équation de Schrödinger, qui est l'équivalent de l'équation d'Einstein pour la physique quantique, et puis toutes sortes d'applications, et surtout celles qui n'existent pas encore, qui vont certainement apparaître, et pour lesquelles c'est un peu de la recherche, c'est un peu de la réflexion, en se disant, voilà, est-ce que tel domaine sera un jour un domaine de physique quantique pour lequel la physique quantique apportera un résultat, une information, une idée, etc. J'aime travailler avec des jeunes. Pourquoi? Eh bien parce que quand je discute avec mes copains qui sont plus jeunes que moi ou presque mon âge, ils sont tous négatifs. L'intelligence artificielle, c'est une horreur. Les réseaux sociaux, c'est pique-pendre, etc. Les politiciens sont nuls. Ils sont tous négatifs. Alors évidemment qu'il y a des critiques à faire, évidemment qu'il y a des choses qui pourraient être modifiées, etc. Mais de travailler avec des jeunes qui, eux, sont tous positifs. Quand je leur parle d'intelligence artificielle, ça va être leur vie future. Ils sont excités avec ça et non pas critiquant, disant que ça va amener que des malheurs, etc. Donc c'est un grand bonheur pour moi de travailler avec des jeunes. En plus de ça, j'ai un certain style de travail, de présentation des cours, etc. Il y a longtemps que j'ai dit à la direction du master, j'arrête, c'est fini, on va passer le flambeau à des plus jeunes. Et puis, les étudiants qui sont à Centrale, dans le master où j'enseigne, ça coûte 15 400 € par an. Ce sont des clients. Et il faut, comme dans n'importe quel domaine, que les clients soient contents. Et eux, ils sont contents si on leur dit « Oui, monsieur Drouchou, il n'y a pas que ça, j'exagère et je me vante, mais il va continuer l'année prochaine. » Quand on leur dit il arrête, « Oh là là, on a entendu parler, ci et ça, etc. » Bon, peu importe. Donc, il faut qu'ils soient contents. Et dans la façon de faire mes cours, etc., j'ai terminé mon dernier cours hier, non pas hier, on est lundi, on est samedi, jeudi. Voilà. Alors j'ai fait une distribution des prix. Distribution des prix, bon, il y avait une évaluation, il y avait un projet, il y avait tout ça, j'ai mis des notes et tout. Et puis, il y en a un qui arrive le premier. Je lui donne un bouquin de Hawking.
et puis il y en a un qui arrive deuxième, et puis un autre, un troisième. Alors ils n'avaient jamais vu ça que dans leur temps d'enfance, quand ils étaient au jardin d'enfants, etc. Alors maintenant, je ne veux pas qu'ils regardent leur téléphone portable. Pourquoi? Parce que soit ils regardent leur téléphone portable, soit ils m'écoutent et essayent de comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, quand je leur explique quelque chose parce qu'ils sont en train de regarder leur téléphone portable, eh bien, ça sera beaucoup plus long et compliqué pour eux dans Internet d'aller retrouver ce que je leur ai expliqué de vive voix, etc. Ils ont la possibilité de poser des questions, etc. Peu importe. Donc, maintenant, mon cours est très interactif. En permanence, je leur pose des questions. Et quand ils répondent, quand je me dis, ah bah tiens, cette réponse-là, elle est pas bête, elle est même pas bête, elle est intelligente, je leur donne un bonus. Alors là, mes filles me disent, mais attends, tu les considères pour quel âge? Les images qu'on donnait quand on répondait bien, c'était quand on avait 5-6 ans, c'est pas à 22, 23 ans. Mais mon système de bonus passe très bien. Donc, alors les bonus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tiens, c'est bien cette réponse-là. Je vais donner un exemple après dans 2 minutes. Mais voilà, alors, s'il y a des bonus qui leur donnent un petit peu de points, un poil de points au moment pour l'évaluation, il y a aussi des malus. Et le malus, c'est quand ils regardent leur téléphone portable. Ça veut dire qu'ils le savent, ils sont d'accord, etc. Il n'y en a pas un qui regarde un téléphone portable. Or, je me demande s'il y a d'autres cours en France où les étudiants ne regardent pas leur téléphone portable pour répondre à un texto ou etc. Pour te donner un exemple de bonne question, j'ai fait un quiz, c'est-à-dire je leur pose 10 questions. C'est pas du QCM, je leur donne pas la réponse, c'est eux qui doivent répondre. C'est en anglais, peu importe. Et une de mes questions, c'est si vous aviez vous-même à poser une question intelligente dans le cadre du quiz, quelle serait-elle? Alors, il y a des trucs un peu classiques. Qu'est-ce que c'est que l'intrication quantique? Qu'est-ce que c'est, etc. C'est-à-dire, c'est des questions de cours directement. Les questions qui reposent sur de la mémoire, ça m'intéresse pas. Parce que un oiseau, un ménate qui parle un peu, il peut répéter de la physique quantique sans évidemment avoir rien compris du tout. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les questions intelligentes, les questions qui ont de la réflexion, etc., etc. Et il y a une fille qui m'a posé, je l'ai plus en tête maintenant, une question où j'ai pas pu m'empêcher. Super question, c'est la meilleure de tout mon paquet de copies, etc., etc. Donc voilà. Alors ils aiment bien ce genre d'interaction, de machin. Alors ils font un projet. Alors un projet, ils choisissent entre 100 thèmes. Donc il y a de tout absolument. Voilà. Et puis ils présentent ça par binôme pendant 20 minutes en anglais. Et ils ont fait ça jeudi dernier. Ça veut dire que s'ils n'ont pas très bien réussi la première épreuve d'évaluation, en présentation, tout le monde a une bonne note. Hein. Je crois que la plus mauvaise note a été 13. Mais il y en a où c'est vraiment super bien présenté, etc. Ça veut dire que ma matière n'est pas une matière bloquante. Ils ont tous la moyenne. Donc voilà. Donc cette espèce de convivialité, ils aiment bien. On a du respect. Ils ont du respect pour moi, mais j'ai autant de respect pour eux. Tu vois. Mais en plus de ça, ils aiment cette possibilité. Ils m'envoient souvent des mails, des machins comme ça, etc. Donc, on a une relation un peu particulière, honorable, mais un peu particulière par rapport à des cours plus classiques. Envisagez un métier qui vous fera plaisir, vous allez pouvoir vous éclater et vous allez travailler avec un grand plaisir. Bon, alors maintenant les filles, je peux quand même te dire que cette année, la personne qui a eu le prix d'excellence, c'est-à-dire les meilleurs résultats combinés de évaluation et projet, c'est une fille. L'année dernière, c'était une fille. Quand j'enseignais à Dauphine, où il y avait pas mal d'étrangers, c'était souvent une fille, de préférence vietnamienne, enfin de préférence, qui s'avérait être vietnamienne ou chinoise. Alors il y a un truc là-dedans, c'est que les Vietnamiens et les Chinois, ils n'envoient terminer leurs études en France que leurs meilleurs éléments. Donc on avait les meilleurs, donc c'était un peu normal. Mais voilà. Alors les filles, même remarque que pour les garçons, si vous voulez vous faire plaisir, n'ayez surtout pas d'a priori. Vous avez un cerveau qui est un peu mieux fait que les garçons pour comprendre les sciences, le lobe logique. Voilà. Je pense que n'ayez pas de crainte. Vous avez tout à fait les compétences, après être passé par des classes préparatoires, etc. On ne fait pas ça en sortant du bac. Mais
faites-vous plaisir. Si ce sont les sciences qui vous intéressent, qui semblent vous intéresser, eh bien, orientez-vous vers les sciences. N'ayez surtout pas d'a priori en vous disant les garçons sont meilleurs que moi, réussiront mieux, etc., etc. C'est faux. Moi, j'ai de multiples exemples où dans un enseignement de haut niveau, les filles arrivent en tête. Alors, il y a encore une autre chose que je t'ai pas dit tout à l'heure, mais mes collègues critiquent l'enseignement français. Alors, critiquer l'enseignement français, ça ne me va pas du tout. Je sais que cet enseignement est de qualité. Quand on compare des étudiants étrangers avec des étudiants français, quand il y en a qui partent aux États-Unis, ils arrivent toujours en tête de promotion. Donc, l'enseignement français est un enseignement d'excellente qualité. On peut d'ailleurs regarder, mais c'est un tout petit nombre, mais les médailles Fields qui correspondent à l'enseignement, enfin, aux médailles de mathématiques. Il y a évidemment les prix Nobel. Les prix en ce moment, tous les ans, c'était Michel Dévoré en 2025. On truste les prix Nobel de physique quantique. Voilà, donc les filles, pas de crainte, partez, je vais même leur dire un truc qui n'est pas pour les garçons, vous êtes les meilleurs. De temps en temps, mes étudiants, enfin, je recommande à mes étudiants la chose suivante, c'est valable pour toi, c'est valable pour tes amis qui éventuellement verront cette vidéo. Il y a deux choses. Il y a des étudiants qui viennent me voir alors, en me disant, je ne sais pas trop quoi faire plus tard. Ils sont en terminale, ils sont en prépa, etc. Alors, je leur dis, il y a deux choses. La première, c'est vous voulez gagner beaucoup d'argent. Alors, vous allez travailler dans la finance, je sais pas quoi, ne vous adressez pas à moi. Moi, j'ai jamais gagné beaucoup d'argent et c'est un domaine que je ne connais pas. Donc, je peux pas vous renseigner là-dessus. Maintenant, il y a une autre chose. C'est celle que je vais vous recommander. Et ce que je vais vous recommander, c'est de faire un métier qui vous plaît. Mieux que ça, un métier qui vous passionne. Quand vous partez le matin, il y a des gens qui traînent les pieds en se disant « Ah, il faut que je retourne à mon boulot ». Il y a des gens qui courent dans la rue parce qu'ils veulent rapidement arriver, etc. Donc, arriver à leur endroit où ils vont travailler, etc. Il faut savoir que dans la vie, on passe plus de temps sur son lieu de travail que dans sa famille.